Notre point de vue est que nous voulons la paix ici. Nous avons activement recherché la paix depuis le tout début de l'administration. Mais les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité ici. Beaucoup de gens meurent, ils n'ont pas grand-chose à en tirer. Combien de personnes sont-ils prêts à perdre? Combien de personnes sont-ils prêts à tuer? Pour très peu, voire aucun, gain en avantage militaire sur le terrain là-bas, je pense que la réponse est, espérons-le, pas tant que ça. Bien sûr, nous poursuivrons nos efforts pour la paix. Et nous espérons que les Russes se réveilleront enfin face à la réalité sur le terrain. Se réveilleront face à la réalité sur le terrain. As-tu vu ça? C'était un message direct et dur, sans place pour l'interprétation. Ce n'était pas n'importe qui l'a dit, c'était J.D. Vance, vice-président des États-Unis, regardant droit vers Moscou le dernier jour, le 28 septembre. Maintenant, réfléchissez un peu à ce qu'il vient de dire. Les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité. Beaucoup de gens meurent, et ils n'ont pas grand-chose à montrer. Ce sont des paroles fortes venant directement des États-Unis. Mais voulez-vous savoir ce qui est encore plus impressionnant? Il n'y a pas que les Américains qui pensent ainsi. Les Russes aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent. Je parle des Russes ordinaires. Ce ne sont pas des gens dans la rue, ou des opposants cachés. Ce sont des personnes importantes, très importantes, des personnes directement liées au gouvernement russe, des personnes qui ont toujours défendu Poutine, des personnes qui, il y a peu, n'auraient jamais osé dire ce qu'elles disent aujourd'hui. Mais ces 10 derniers jours, elles ont commencé à parler. Après avoir entendu ce que ces personnes ont dit, vous comprendrez l'ampleur du gouffre dans lequel la Russie s'est installée. Vous verrez les chiffres effrayants qu'ils constatent. Et peut-être que vous changerez complètement d'avis sur qui est vraiment en train de gagner cette guerre. Commençons par qui sont ces personnes. La première est Tatiana Montian. Ce n'est pas n'importe qui. Montian est propagandiste professionnelle. Elle est payée pour défendre le gouvernement russe du Kremlin. Son travail consiste littéralement à répéter ce que Poutine veut que le peuple russe croie. Pendant des années, c'est ce qu'elle a fait. Elle a convaincu les gens que la guerre se passait bien, que la victoire arrivait. Mais le 22 a changé, a donné une interview et toutes les règles. Montian a dit qu'une deuxième mobilisation arrive. Et tu veux savoir ce que ça signifie? Que le gouvernement russe oblige les gens à être soldats. La Russie l'a déjà fait une fois en 2022. Ce fut un désastre. Les familles furieuses ont manifesté et failli renverser Poutine. Donc, quand Montian parle d'une seconde mobilisation, elle parle de quelque chose qui peut politiquement menacer Poutine. Mais il y a ceux qui le feraient. Elle est allée plus loin. Elle a dit que cette seconde mobilisation n'aura lieu que si la Russie parvient à une grande avancée militaire. Ensuite, la partie la plus brutale, elle a affirmé que cette avancée ne devrait pas avoir lieu. C'est parce qu'en septembre, l'offensive russe a beaucoup ralenti. Et au pire encore, elle a dit que la Russie pourrait avoir utilisé ses dernières réserves de soldats. Réfléchissez un peu au poids de ces déclarations. Après tout, une propagandiste du Kremlin ne parle pas des dernières réserves sans raison. Elle prépare clairement le peuple russe. Elle est en train de dire, sans le dire, que de terribles nouvelles vont arriver. Si les réserves sont épuisées, Poutine n'a que deux options. Interrompre son opération spéciale ou mobiliser à nouveau. Et note, comme tu peux l'imaginer, chacune de ces options est un cauchemar politique pour lui. Mais Montian n'est pas seul. La veille, le 21 septembre, un autre nom important a pris la parole. Dimitri Rogozin. Cet homme a un parcours impressionnant. Il a été vice-premier ministre de la Russie. Il a dirigé le programme spatial russe. Et aujourd'hui, il est sénateur russe, dans la région occupée de Zaporizhia. Pendant des années, Rogozin a vanté la supériorité technologique de la Russie. Il disait que la Russie avait les meilleures armes, le meilleur équipement. Mais maintenant, il admet la vérité. Dans une interview, Rogozin a déclaré que du côté russe, il n'y a que la Russie, mais du côté ukrainien, il y a des pays de haute technologie qui aident. Et là, il a été encore plus direct et brutal. Il a décrit ce qui se passe sur le champ de bataille.
Des groupes de 3 à 4 hommes russes d'âge moyen, chargés de lourdes armures, essaient de traverser des champs de mines. Pendant que des essaims de drones ukrainiens les traquent depuis le ciel, Rogozin a admis que l'Ukraine possède 10 fois plus de drones que la Russie. 10 fois plus. Ce n'est pas une petite différence, c'est un gouffre technologique. Et puis il a prononcé une phrase qui résume tout. La carte avance avec beaucoup de difficultés, à un prix colossal payé par nos troupes. Un prix colossal, colossal. Ce sont les paroles d'un homme qui a passé des décennies à construire la machine militaire russe et qui la voit maintenant être détruite. Mais peut-être que l'aveu le plus choquant est venu de Pavel Goubarev. Goubarev n'est pas un observateur externe. Il est l'un des fondateurs du mouvement séparatiste de 2014. Il a été le soi-disant gouverneur populaire de Donetsk. Il y croit vraiment. Il défend cette guerre de toutes ses forces. Il veut que la Russie gagne. Mais après avoir entendu ce que Rogozin a dit, Goubariev est allé sur Telegram et a écrit quelque chose de dévastateur. Il a dit que la propagande russe continue de tromper le public, en disant que l'Ukraine est presque vaincue, en disant que la victoire est proche. Mais Goubariev a dit la vérité. La situation est une impasse et, en réalité, cela constitue une défaite. Cela constitue une défaite. Ce sont des mots forts. L'un des plus grands partisans de la guerre dit que la Russie a déjà perdu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Goubariev est allé encore plus loin. Il a dit qu'il n'y a aucune possibilité de victoire tant que le système colonial de pouvoir de la Russie reste intact. Et vous savez ce que cela signifie. Il lance un appel pour renverser le gouvernement. Goubariev ne demande pas la paix. Il dit que Poutine et son système sont le problème, qu'ils doivent être éliminés. Et quand vos propres partisans commencent à appeler à une révolution, vous savez que quelque chose a mal tourné, très mal tourné. Mais attendez, il y a encore plus. Parce que peut-être que le moment le plus choquant de tous est venu de la télévision d'État russe elle-même. Le 19 septembre, une émission en direct appelée Lieu de rencontre était à l'antenne. C'est une émission politique sur la chaîne NTV contrôlée par le gouvernement. Et dans cette émission, un invité a fait l'impensable. Il a utilisé une logique de base pour détruire la propagande du Kremlin. Tout cela en direct, sur la télévision d'État. Réfléchissez-y. Le ministère russe de la Défense affirmait que l'Ukraine avait perdu entre 1,7 million et 2 millions de soldats. Des chiffres incroyablement élevés. L'invité de l'émission a expliqué pourquoi ces chiffres sont impossibles. Il a dit « L'armée ukrainienne a commencé avec 800 000 soldats et en a ajouté entre 100 000 et 120 000 par an. » Alors, il a conclu « Il ne peut pas y avoir 2 millions de pertes, parce que s'il y en avait, l'armée ukrainienne n'existerait tout simplement plus. » Le présentateur, pris au dépourvu, a demandé « Vous affirmez que le ministère de la Défense ment ?» Et la réponse, en direct à la télévision d'État, a été dévastatrice. Ce n'est pas que pour nous. Sous-estimer l'armée ukrainienne est une grosse erreur. Et le plus incroyable, cela n'a pas été censuré, cela a été diffusé normalement. Et cela signifie que soit le contrôle du Kremlin sur les médias est en train d'échouer, soit quelqu'un à l'intérieur du système voulait que cette vérité soit entendue. Alors, quelle est-ce la vérité que ces personnes n'arrivent finalement plus à cacher? Eh bien, ce sont les chiffres, et les chiffres sont brutaux. Lors de l'offensive d'été de 2025, la Russie a conquis 1548 km². Ça semble beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Cela représente 0,256% de l'Ukraine, soit moins d'un quart de 1%. Et savez-vous à quel prix ils ont obtenu cela? 210 000 soldats russes tués ou blessés rien que pendant cette période. Mais regardons le tableau dans son ensemble. En 2024, la Russie a gagné 4168 km². Le coût a été de 427 000 soldats. Maintenant, additionnez les 2 années. De janvier 2024 à août 2025, la Russie a sacrifié 637 000 soldats. Tout cela pour conquérir moins de 1% de l'Ukraine. Mettons cela en perspective. La Russie perd 111 soldats pour chaque kilomètre carré conquis. À ce rythme de perte,
La Russie perdrait 168 000 soldats, rien que pour conquérir une zone de la taille de São Paulo. Ce n'est pas une guerre d'usure que la Russie est en train de gagner, c'est une guerre qui consume la Russie elle-même. Donc, quand nous disons que la Russie a déjà perdu, nous ne disons pas que l'armée russe va s'effondrer demain. Nous parlons de défaite stratégique. Une défaite stratégique se produit lorsque trois choses se réunissent. Premièrement, vous échouez à atteindre vos objectifs. Deuxièmement, le coût devient insoutenable. Troisièmement, il n'y a pas de voie viable vers la victoire. Tu te souviens quand Poutine disait qu'il prendrait Kiev en quelques jours? Ça fait presque 4 ans maintenant. Poutine a dit que l'Ukraine capitulerait. L'Ukraine attaque le territoire russe. Poutine a dit que l'Occident abandonnerait l'Ukraine. Le soutien n'a fait qu'augmenter. L'opération, qui devait durer quelques jours, tue plus de 1000 soldats russes par jour. Et ce n'est pas tout. Si vous doutez encore du désespoir russe, regardez ce qui s'est passé. Le 30 septembre, le ministère russe de la Défense a publié une carte sur Telegram. La carte montrait les gains territoriaux de 2025. Il n'y avait qu'un seul problème. La carte avait au moins 50 ans. La ville de Sivers, qui était indiquée comme Yama, mais Sivers ne s'appelle plus Yama depuis 1973. Il y a 52 ans. Il y avait d'autres erreurs aussi. Des noms de villes que la Russie a abandonnés il y a des décennies. Cela soulève deux possibilités, et les deux sont alarmantes. Première possibilité. Le ministère de la Défense est tellement désespéré de montrer des progrès qu'il utilise de vieilles cartes soviétiques pour fabriquer des gains territoriaux. Deuxième possibilité. La machine militaire russe est tellement dégradée qu'elle utilise littéralement des cartes vieilles de 50 ans pour planifier des opérations en 2025 qui, quoi qu'il en soit, c'est le signe d'un système qui s'effondre de l'intérieur. Mais la Russie ne perd pas seulement sur le champ de bataille. L'Ukraine a découvert le talon d'Achille de la Russie. Le pétrole. Tu te souviens de Koubarev que j'ai mentionné tout à l'heure ? Il a indiqué que 26% de la capacité de raffinage russe a été endommagée ou détruite. Mais tout suggère que la réalité pourrait être pire. Des sources à l'intérieur de la Russie suggèrent que 38% de la capacité a été paralysée, et que les 2/3 de cela sont dus aux attaques ukrainiennes. Le résultat, vous le voyez dans les rues, la pénurie de carburant dans 33 des 83 régions russes. Des files d'attente aux stations-service, et 1 million de tonnes d'essence en moins produites en septembre. L'Ukraine utilise ses drones bon marché pour attaquer les raffineries russes. Et ça marche. Chaque attaque prive la Russie de dollars provenant du pétrole, de l'argent dont Poutine a besoin pour financer la guerre, et les conséquences économiques sont dévastatrices. Les plus grandes institutions financières du monde ont déjà rendu leur verdict. Le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie russe ne croîtra que de 0,9% en 2025. Comparez cela avec les chiffres précédents. En 2024, la Russie a revendiqué une croissance de 4,1%, mais cette croissance était artificielle, gonflée par les dépenses militaires. En comparaison, les États-Unis vont croître de 3,9%, la moyenne mondiale sera de 3%, et la Russie de 0,9%. La Banque mondiale a la même prévision. La Russie entre dans une stagnation économique à long terme, pas seulement à cause des sanctions, mais parce qu'elle a transformé son économie en une machine de guerre. Une machine qui consomme tout sans rien produire de durable, ce qui mène au dilemme détruisant Poutine. La Russie recrute 35 000 soldats par mois, mais elle en perd encore plus. Le réservoir est bien, il est en train de s'assécher. Montion a déjà prévenu. Une seconde mobilisation approche. Mais voici le gros problème. Poutine ne peut pas faire une seconde mobilisation. Il est coincé dans un dilemme impossible. S'il ne mobilise pas l'armée russe, il finira par manquer de soldats. Les pertes continuent. Les gains s'arrêtent, et il perd la guerre militairement. S'il mobilise, il amène la guerre dans chaque foyer russe.
Cela brise l'illusion que c'est une opération spéciale, lointaine, et il risque des révoltes qui pourraient renverser son régime. La dernière mobilisation n'a pas eu de bons échos pour le gouvernement russe. Les protestations des épouses et des mères sont devenues une menace politique pour Vladimir Poutine lui-même. Des sondages russes montrent également que 58% des Russes s'opposent à une seconde mobilisation. Et il y a une donnée fascinante. Plus de 50% des Russes veulent des négociations de paix, mais ils soutiennent toujours les troupes. C'est ce que les analystes appellent un patriote fatigué. Des personnes qui ont été convaincues par la propagande que la guerre est nécessaire, mais qui sont épuisées. Elles veulent que cela se termine. Poutine parvient à maintenir cette voie, un consensus fragile, seulement tant que la guerre reste quelque chose qui se passe loin. À la télévision, une mobilisation de masse détruirait cette illusion. Et ce ne sont pas seulement les Russes qui le voient, les États-Unis aussi. Keith Kellogg est l'envoyé spécial du président des États-Unis pour l'Ukraine. C'est le gars qui a accès à tous les renseignements américains sur la guerre. Il sait exactement ce qui se passe en coulisses. Le 30 septembre, en s'exprimant au Forum de sécurité de Varsovie, il a dit quelque chose de direct. Je pense qu'au fond, Poutine se rend compte qu'il ne va pas gagner. C'est un combat perdu pour lui à long terme. Ça n'arrivera pas. Nous en sommes arrivés au point de dire « Nous savons où sont les Ukrainiens. Nous sommes en bonne position avec les Ukrainiens et Poutine ne veut pas y aller. » Je pense qu'une partie de cela vient probablement du fait qu'au fond de lui, je pense qu'il se rend compte qu'il ne va pas gagner. C'est un combat perdu sur le long terme. Que veut-il faire? Il veut remplacer l'Ukraine. Ça n'arrivera pas. Il veut changer le gouvernement. Ça n'arrivera pas. Comme vous pouvez le voir, Kellogg ne fait pas de spéculation. Il ne donne pas son opinion personnelle. Il dit, en se basant sur tout ce que les renseignements américains savent, que Poutine a déjà compris qu'il a perdu. Chaque attaque ukrainienne contre les raffineries prive la Russie d'argent. Chaque jour qui passe, la Russie perd plus de soldats. Chaque mois, l'économie se détériore. La guerre que Vladimir Poutine a commencée pour restaurer la gloire impériale de la Russie garantit qu'il y aura beaucoup moins de Russes pour vivre dans cet empire. Alors, tu sais ce que tout cela signifie. Cela signifie que le mensonge est devenu trop grand pour être caché. Cela signifie que même les personnes payées pour mentir n'arrivent plus à le faire de manière convaincante. Cela signifie que la réalité a enfin percé le mur de la propagande. La Russie n'a pas perdu parce que son armée a été anéantie. La Russie a perdu parce qu'elle a échoué à atteindre n'importe quel objectif stratégique. Elle saigne ses soldats à un rythme insoutenable. Elle détruit sa propre économie à long terme. Elle hypothèque son avenir démographique et elle n'a aucune voie viable pour inverser quoi que ce soit de tout cela. Comme je l'ai dit auparavant, c'est une défaite stratégique. Et quand même ses propres propagandistes commencent à l'admettre. Vous savez que la partie est terminée. La seule question qui reste est: combien de temps Poutine va-t-il maintenir cette farce avant que la Russie n'accepte enfin la réalité? Et vous, qu'en pensez-vous? Ces aveux, venant de l'intérieur même de la Russie, vous ont-ils surpris? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a permis de voir cette guerre d'une manière différente, partagez-la avec quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.